Ok, donc dans cette vidéo, on va faire la suite de notre exploration un peu du livre de base de Warhammer V4. Et on va parler, donc pas du lore sur la magie et sur les dieux réellement, on va pas s'enfoncer dans qui sont les dieux, comment fonctionne vraiment la magie, on va regarder plutôt mécaniquement. Donc c'est ça notre sujet, c'est les lanceurs de sorts finalement. Donc on a deux manières d'utiliser la magie, entre guillemets, dans l'univers de Warhammer. C'est la magie en tant que telle et la magie divine qui, au vu du lore, sont un petit peu pareils, mais voilà, on va pas s'enfoncer dans le lore. Ce sont des approches différentes. Dans un cas, en fait, on fait de la magie un peu accidentellement grâce à notre foi, et dans l'autre, on lance des sorts en utilisant directement la science de la magie, entre guillemets. Donc bref, les prières et les sorts. Donc certains talents vont permettre à certains personnages d'utiliser des bénédictions, voire des miracles. Donc ça, c'est la magie divine, entre guillemets. Ce sont des talents qui vont nous donner accès à cette utilisation de la magie. Donc on a le talent béni, qui va nous permettre de faire des bénédictions, c'est-à-dire des manifestations mineures de la volonté divine, tandis que le talent invocation, lui, va permettre au bienheureux de faire appel à son dieu pour des miracles plus puissants. Donc ces bénédictions et ces miracles, en gros, c'est des prières récitées qui vont avoir un effet, qui vont être renforcées par le dieu. Et donc pour pouvoir les faire, on va faire un jet de prière, c'est une compétence. Et sur un succès, notre bénédiction, notre miracle va se manifester selon les règles, et lorsqu'on aura un degré de réussite élevé, donc c'est-à-dire qu'on fait un très bon jet avec notre compétence, eh ben, il sera plus puissant. Tandis que sur un échec, notre dieu pourrait ne pas être content, donc ça pourrait juste ne pas marcher, voire si on fait une maladresse, on pourrait avoir offensé notre dieu et subir la colère des dieux. Et donc pour pouvoir utiliser ces prières, on doit être capable d'entonner la dite prière, le chant, la chanson, etc. Et donc, on peut pas le faire en toutes circonstances, pieds et poings liés, endormi et avec les yeux crevés et la langue coupée. Donc attention à ce que ça ne vous arrive pas. Sinon vous ne pourriez plus prier, ce serait quand même vraiment dommage. On note aussi ici que les invocations de la même prière par différents individus ne se cumulent pas. On nous parle également de points de péché. Donc les points de péché, ça nous dit que si on viole les commandements de notre dieu, on aura des points de péché. Et dans ce cas-là, chaque fois qu'on recevra un point de péché, plus on en aura, en fait, plus ça va être difficile de réaliser nos sorts et de faire appel à notre dieu, parce que si le dé des unités, lorsqu'on fait notre jet de prière, est inférieur à notre total de points de péché, alors on subit la colère des dieux, même si le test de prière est réussi. Et donc la colère des dieux, c'est ici, c'est une sorte de table aléatoire, et on nous dit qu'on peut soit y aller aléatoirement, soit le MJ peut y piocher les résultats pour faire un truc qui colle mieux à la situation. Si on veut le faire aléatoirement, on nous dit qu'on peut avoir éventuellement plus 10 au résultat pour chaque point de péché qu'on a, parce que, évidemment, plus le résultat est élevé, pire est la sentence de notre divinité. Et on nous dit aussi que lorsqu'on déclenche la colère des dieux, on perd un point de péché. Donc déclencher la colère des dieux, petit à petit, va nous permettre, une fois qu'on aura été bien sanctionné par notre dieu, là, qui est vraiment en mode top-down paternaliste et qui nous punit, et ben, une fois qu'il nous aura assez puni, notre dieu, on n'aura plus de points de péché. Donc ça, c'est vraiment le côté, le risque qu'on prend lorsque on en appelle au dieu. Donc on va aller voir vite fait les talents, les deux talents liés au fait de pouvoir faire appel au dieu. Donc on a béni, donc on peut avoir qu'une fois, qui va nous permettre d'utiliser les bénédictions de notre divinité. Et dans béni, c'est une compétence groupée. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé dans l'explication des règles, etc., mais parce que je me concentrais surtout sur la mécanique de résolution. En fait, il y a certaines compétences, elles ont entre parenthèses quelque chose, c'est parce qu'on peut les avoir plusieurs fois et de manière différente. Par exemple, on peut être béni Manan, béni Sigmar, béni machin. En fait, on va mettre béni et le nom du dieu duquel on est béni, en gros. Et on peut être béni que par un dieu à la fois, a priori, et utiliser les bénédictions que d'un dieu à la fois. Donc pour prendre un autre exemple, sur les compétences groupées comme ça, bon marcheur, entre parenthèses, terrain, ça veut dire qu'on est un peu expérimenté pour traverser un certain type de terrain, genre les marais, etc., la toundra, parce qu'on est habitué, et donc on va indiquer le terrain dans lequel on est bon marcheur, bref. Et le deuxième talent pour lancer des sorts, des prières et tout, c'était invocation. Invocation, pareil, c'est lié à un dieu et on peut l'avoir qu'une fois. Dans ce cas-là, on va pouvoir lancer des miracles. Et donc, en fait, on achète des miracles pour 100 XP. Donc, la première fois qu'on prend le talent invocation, on peut prendre un miracle de notre culte et on peut en acheter des supplémentaires pour 100 XP à chaque fois. Et le coût est progressif, plus on en a, plus c'est cher. Donc voilà les deux talents qui vont nous permettre, en fait, d'interagir avec tout le système de prière et de machin. Commençons par les bénédictions. Donc les bénédictions, c'est des petits effets et on les débloque toutes automatiquement. Contrairement aux miracles qu'on doit acheter avec plusieurs talents, lorsqu'on est béni par un de nos dieux, on va pouvoir faire appel à toutes les bénédictions liées à notre dieu. Donc par exemple, je sais pas, moi je suis lié, on va prendre le dieu de la mort, donc mort. Et ben, ces bénédictions, c'est chance, courage, droiture, sagesse, souffle et ténacité. Et donc si je prends béni mort dans ma création de perso, je vais pouvoir utiliser
ces différentes bénédictions. Donc en fonction de mon degré de réussite, la bénédiction peut être plus forte en durée, en cible, en portée, etc. etc. Donc regardons un petit peu le truc. Donc moi j'ai pris mort, j'aurai la bénédiction de chance par exemple. Donc bénédiction de chance, portée 6 mètres, une cible 6 rounds. Votre cible peut relancer le prochain test auquel elle échoue. Le second résultat doit être conservé. Donc c'est des tout petits trucs comme ça, mais en fait qui ont ils disent que c'est mineur, mais ça peut avoir un impact de malade, honnêtement. Si je prends maintenant courage, je vais pouvoir utiliser la bénédiction de courage. Votre cible gagne plus 10 en force mentale pendant 6 rounds. Donc voilà, c'est des sortes de petits buffs. J'incante une prière qui va venir aider mon allié. Donc c'est tout simple en fait comme mécanique. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire, si ce n'est que si on fait des très bons jets de dés, on peut augmenter la portée, le nombre de cibles, la durée, etc. etc. Concernant les miracles maintenant, c'est un petit peu plus détaillé, enfin c'est un peu plus épais. Donc il faut avoir le talent invocation cette fois-ci. Pour chaque degré de réussite, bien sûr, l'effet va être boosté un peu pareil, mais sinon c'est vraiment des trucs plus spécifiques. Donc par exemple, miracle de... on va rester sur mort. Mort, voilà. Donc, par exemple, mort, il a le miracle anéantir les morts vivants. Donc portée, c'est sur soi, c'est une zone d'effet qui part de soi en fait, et c'est instantané. Donc on fait appel à la puissance du dieu des morts pour châtier tous les morts vivants. Un feu noir se propage depuis votre corps en un cercle parfait dans le rayon en mètres égal à votre bonus de sociabilité. Et donc pas un rayon de ouf. C'est ça qu'il faut retenir. Et si on veut avoir vraiment un rayon de ouf, il faut falloir faire un très bon jet de dés. Toutes les cibles potentielles ayant le trait de créature mort-vivant perdent un 10 points de blessure qui ignore le bonus d'endurance et les points d'armure. Tout mort-vivant détruit par ce miracle ne peut jamais être relevé par nécromancie dans des conditions normales. Et pour chaque plus 2 degrés de réussite, on peut augmenter la zone d'effet. Donc, c'est en gros repousser les morts-vivants de D&D. Enfin, c'est pas vraiment ça, parce que dans repousser les morts-vivants, on peut les faire fuir et tout. Mais voilà. Donc là, c'est vraiment plus comme des sorts, en fait. Ça ressemble plus à ce qu'on va retrouver dans la méga liste de sorts de magiciens, quoi. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc étonnamment, vous voyez, tous les états et les machins sont plus complexes que la magie, ce qui n'est pas le cas dans tous les jeux. Donc en vrai, lancer les sorts, c'est pas compliqué, en particulier pour les trucs sacrés. Parce que pour la magie, c'est un peu plus costaud. Avant de passer à la magie, d'ailleurs, j'ai envie de regarder par curiosité les carrières. Quelles carrières en fait peuvent utiliser de la magie pour vous donner une petite idée de à quel point il va être fréquent dans votre campagne de vous retrouver face à ces règles. Et en réalité, c'est pas si fréquent que ça. C'est aussi progressif. C'est l'avantage des talents, etc. Là où les états, les blessures, etc., dont on parlait dans le système de combat, c'est des règles qui viennent quand même assez vite. Vous allez être confronté, vous allez devoir vous gratter la tête un peu en mode « Attends, c'est comment ça marche l'hémorragie déjà et tout ?» assez vite. Là, ces règles de magie, etc., elles vont arriver un peu progressivement avec la progression des personnages. Typiquement, ici, on a un prêtre guerrier. Donc un prêtre guerrier, eh bien... vous voyez, à la création de personnages, il n'aura probablement que les bénédictions. Et c'est que dans un second temps qu'il va avoir les invocations. Donc il va avoir le temps, entre guillemets, séance 1, de pouvoir apprendre à gérer ses bénédictions avant de commencer à devoir s'intéresser à des règles supplémentaires. Et après, la plupart des carrières, il y en a peut-être une autre, genre le prêtre ou un abbé, qui pourrait accéder à ça dès la création de personnages, mais il n'y en a pas des masses. Hein. Je regarde un peu... Ouais, voilà, il y a la nonne, qui peut avoir des bénédictions dès le début, le prêtre. Et pour les magiciens, vous verrez que c'est pareil. En fait, on a le sorcier, et puis après, je sais pas si on a beaucoup d'autres. Il y a peut-être sorcier de village ou un truc comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de carrières qui permettent d'accéder à la magie. En parlant de magie, la magie, c'est plus compliqué. Donc, en gros, dans le monde de Warhammer, des vents de magie soufflent depuis le portail du chaos dans le Grand Nord, et dérive et va s'enfoncer dans un vortex créé par des elfes et machin. Voilà, ça c'était le lore. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, il y a une sorte d'autre plan qui s'appelle l'Aetir. C'est une dimension infinie. Et c'est là que vivent les esprits, les démons, etc., etc. Et en fait, quand on utilise la magie, on va manipuler des vents qui sont en fait de l'énergie qui jaillit de l'Aetir et qui circule à travers le monde et qui vient s'imprégner dans la matière aussi. Donc c'est-à-dire qu'il y a du vent en mouvement, en quelque sorte, magique. Et puis en plus, cette magie peut s'imprégner dans certains endroits et tout ça. Comme si elle pleuvait un peu au bout d'un moment, si elle stagne, quoi. Ce qui fait qu'on va avoir des endroits avec une plus forte concentration de magie, etc., etc. Et donc ces vents, par convention, on leur a plus ou moins donné des noms auxquels on a attribué des couleurs, même si bien sûr c'est plus subtil, ça peut être dans une odeur, ça peut être dans un truc, etc. Dans le lore, il y a différentes, entre guillemets, catégories de vents qui correspondent à différents domaines de magie, à différentes couleurs, etc. Et dans le monde de Warhammer, les elfes, alors il y a plein de races, il y a les anciens qui maîtrisaient hyper bien la magie et tout, mais dans les races jouables, en gros, on a vraiment les hauts elfes qui maîtrisent très très bien la magie,
et qui d'ailleurs ont un peu des règles spéciales à eux, qui sont pas vraiment dans les règles de base, pour jouer les hauts magiciens, mais qui sont des gens vraiment extrêmement rares, qui ont étudié des centaines d'années la magie, vu qu'ils sont immortels les elfes. Donc eux, ils maîtrisent tout et tout, mais au niveau d'un humain, en gros, il y a un humain, c'est soit il obéit à la doctrine des elfes, soit il part dans la magie sombre, entre guillemets, et il part en sbeul, pour faire simple. Donc les elfes, sachant que les humains ont une vie plus courte et peuvent pas maîtriser la magie comme eux, ils leur enseignent et ils leur disent de ne s'intéresser qu'à un domaine à la fois, un des 8 domaines, un des 8 vents de magie. Et donc on a le domaine de la bête, le domaine des cieux, le domaine du feu, le domaine de la lumière, le domaine du métal, le domaine de la mort, le domaine des ombres, le domaine de la vie. La plupart du temps, vu qu'on a 90% de chances d'être un humain dans le jeu, si on est un magicien, on va utiliser un de ces vents de magie et avoir des sorts en fait liés à ce domaine. Pour utiliser cette magie, on va utiliser un langage qui s'appelle le magic. C'est ouf, hein, c'est inspiré. Autrement appelé lingua praestantia, le magic c'est un peu une manière simplifiée. C'est une langue qui va nous permettre de nous concentrer, de lancer nos sorts, etc. etc. Après, il y a d'autres manières de lancer de la magie, donc il y a la magie elfique, donc ça c'est la haute magie comme on l'appelle, où ils vont être capables, les elfes, de mélanger de manière harmonieuse plusieurs vents de magie différents dans une énergie étincelante et aveuglante, donc avec maîtrise. À côté, on va avoir la magie noire. La magie noire, c'est aussi le fait de mélanger les vents, mais en faisant n'importe quoi, en gros. C'est la magie qu'on appelle du dar, et donc c'est vraiment à l'instinct, c'est brutal, on mélange tout, on déchaîne une sorte de puissance brute, souillée par les terribles énergies du chaos. Et donc ça, c'est les méchants, ou les sorciers qui en font qu'à leur tête. Et après, on nous parle d'une matière qui est la malpierre, et donc ça, c'est vraiment un éclat de magie incarné dans le plan matériel, c'est-à-dire une sorte de roche, imprégnée de magie dans laquelle on pourrait venir puiser mais qui est hyper dangereuse, quoi. C'est un peu la malpierre, c'est un peu une sorte d'uranium, enfin c'est une sorte de radioactivité magique. Puis on a la magie naturelle, donc ça c'est des pratiques un peu plus petites. La magie naturelle et la sorcellerie. Donc la sorcellerie, c'est un peu la magie des gens indisciplinés, des sorciers de village, etc. Et en général, ça tourne au dard, là, justement. C'est quand on est un peu en autodidacte, un humain autodidacte qui essaie de faire de la magie et qui fait n'importe quoi, c'est de la sorcellerie. Et la magie naturelle, c'est plutôt les longues traditions. Par exemple, les druides, etc., qui, sans le savoir, en fait, font un peu de la magie, mais qui l'utilisent plus à travers des traditions, etc. Donc ça, c'était le lore. Maintenant, les règles mécaniques. C'est pour ça qu'on est là, non? Donc déjà, on a la seconde vue. Donc ça, tout le monde ne l'a pas. C'est un talent qui permet de percevoir les vents de magie. Grosso modo, ce à quoi ça sert, c'est lorsqu'on mène une enquête, etc. En fait, on va pouvoir utiliser des compétences, typiquement notre compétence de perception, notre compétence de pistage, etc., sur des trucs magiques, parce qu'on a ce sens de la seconde vue. Ça peut être utile pour un lanceur de sorts, honnêtement, parce que le MJ peut utiliser des règles optionnelles qui je trouve intéressantes et qui mériteraient d'être explorées, peut-être pas tout le temps, mais au fur et à mesure qu'on avance dans une campagne. Par exemple, dire qu'il y a des endroits où certains vents de magie souffrent plus que d'autres. Et donc dans ce cas-là, avoir la seconde vue et être capable de le ressentir, ça va nous permettre de prendre en compte ces trucs. Et donc si par exemple je suis dans un endroit où tel vent de magie il est très peu présent, peut-être que mes sorts vont être affaiblis, tandis que si je monte en haut de cette tour, en haut de ce phare, peut-être que la magie du vent est plus forte là-haut, et donc je vais avoir des bonus pour faire ma magie du vent, etc. Donc voilà, la seconde vue c'est une amélioration de la perception pour la magie. C'est pas nécessaire pour lancer la magie, on n'est pas obligé d'avoir la seconde vue pour lancer des sorts. Pour lancer des sorts, il faut comprendre qu'il y en a de 4 types. C'est plutôt des typologies mécaniques ici. On a les sorts mineurs, les sorts d'arcane, les sorts de domaine et les sorts du chaos. Les sorts mineurs, c'est des sorts que tout le monde peut utiliser à partir du moment où il a le talent magie mineure. Donc la plupart du temps, quand vous allez créer un perso, au début de carrière, il a que la magie mineure. Et donc c'est des petits sorts. Donc par exemple, pour vous donner une idée de ce dont on parle, c'est des sorts comme faire du bruit, qui peuvent avoir un impact fort. Quand je dis mineur, ils semblent pas forts, mais utilisés intelligemment, ils peuvent servir à plein de trucs. Faire du bruit, créer, détecter du poison, ou détecter des pièges, faire un coup de vent qui va claquer une porte, drainer un peu l'énergie vitale de quelqu'un, etc. Donc c'est des petits sorts. Ça, tout le monde peut les apprendre, parce que c'est un talent commun, entre guillemets, à tous les types de lanceurs de sorts. Là où, en fait, pour lancer des sorts plus puissants, ça va devenir un peu plus exclusif. C'est-à-dire que lorsque vous allez choisir un talent pour utiliser des sorts de domaine, par exemple feu, bête, etc., vous pourrez plus en choisir d'autres. En fait, vous allez devoir choisir. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir une liste limitée de sorts liés au domaine que vous avez choisi. Donc, si par exemple, je décide d'être un mec qui fait des sorts de feu, ah non, on va prendre la bête parce que c'est le premier sur lequel je tombe. Si je décide d'être dans le domaine de la bête,
bah voilà, j'aurai accès aux sorts du domaine de la bête, donc à savoir forme bestiale, maître de la bête, incarnation de Wissan, etc., etc. Et donc j'aurai pas accès aux sorts de feu, aux sorts des ombres, etc., etc. Par contre, j'aurai accès aux sorts des arcanes, parce que les sorts des arcanes, c'est des sorts c'est un peu comme les sorts mineurs. Tout le monde peut les avoir à partir du moment où il peut lancer de la magie de domaine. Par exemple, si je peux utiliser le domaine de la bête, je pourrais aussi aller taper dans les sorts des arcanes. Mais ça nécessite que j'ai le domaine de la bête, ou le domaine des cieux, ou le domaine du feu. Si j'ai le talent pour lancer des sorts mineurs, je peux pas aller dans les sorts des arcanes. En fait, on pourrait dire qu'il y a des sorts mineurs et des sorts majeurs, et ils ont des talents séparés pour être obtenus. Si j'ai les sorts mineurs, je peux prendre que les sorts mineurs. Si j'ai, entre guillemets, les sorts majeurs, bah j'aurai les sorts du domaine que j'ai choisi, plus les sorts d'arcane de disponibles que je vais pouvoir apprendre. Et c'est pareil pour les sorts de démonologie, nécromancie, magie du chaos, tout ça, il me semble. Si j'ai pris la démonologie, je pourrais aussi aller taper dans les sorts d'arcane. Je me demande si, mais c'est à vérifier de toute façon, là on tourne un peu en rond autour de quelles sont les conditions pour avoir tel ou tel type de sort. En vrai, c'est à la création de personnage, avec les talents, ce sera écrit. Mais il me semble qu'on peut cumuler les sorts du chaos et les sorts du feu. C'est-à-dire que je peux être un magicien propre sur moi, genre j'apprends que les sorts du feu, je fais pas, etc. J'explore pas les autres voies. Et à côté, avoir mes recherches un peu plus secrètes, un peu plus dark, et lancer des sorts du chaos. Donc mémoriser les sorts. En gros, c'est simple. Il y a un nombre de sorts limité qu'on peut mémoriser. Donc ça veut dire que je peux les lancer quand je veux et tout et tout. Les sorts que j'ai pas mémorisés, je peux pas les lancer à moins d'avoir un grimoire. Et si j'ai un grimoire, bah je peux les lancer. Il suffit que j'ai le bon talent. Par contre, c'est beaucoup plus difficile, tout simplement. Donc je pourrais piquer le grimoire d'un mec. Genre, je suis un magicien du feu, je prends le grimoire de feu d'un autre mec et lancer les sorts de son grimoire de feu. Mais si je les ai pas appris en les mémorisant et donc en dépensant de l'XP, c'est beaucoup plus difficile de les lancer. Je crois que c'est genre 2 fois plus difficile. Donc lancer un sort, c'est un test d'incantation. Donc on va faire un test de langue magique, la compétence langue magique. Sur un succès, je regarde mon degré de réussite. Et si mon degré de réussite il est supérieur ou égal au niveau d'incantation du sort, donc c'est la difficulté du sort, bah je réussis à le lancer. Donc, par exemple, je prends un sort genre explosion, niveau d'incantation 4. Il va falloir que je fasse un jet de magique, que je réussisse et que j'ai 4 degrés de réussite ou plus. Et dans ce cas-là, je pourrais lancer le sort, sans souci. Si j'échoue, bah ça marche pas. Donc maintenant, si je fais une incantation critique, donc si j'obtiens un critique, donc c'est un double, les vents de magie ont développé une force dangereuse, vous octroyant une puissance supplémentaire, mais cela a un prix. À moins que vous n'ayez le talent de diction, blablabla, effectuez un lancer dans le tableau des incantations imparfaites mineures. Donc c'est une sorte de table aléatoire de trucs chaotiques qui arrivent, quoi. Mais je peux décider de booster mon sort, en fait, à la place. Parce que là, on parle d'une incantation critique, donc d'une réussite critique, entre guillemets. Donc je peux essayer de canaliser justement le fait que la magie parte en cacahuète. Et dans ce cas-là, en fait, mon sort il va être boosté. Maintenant, si je fais une maladresse, donc c'est-à-dire que je fais un double, une sorte d'échec critique, un double, mais c'est un échec, bah dans ce cas-là, je subis une incantation imparfaite, donc la fameuse table aléatoire juste au-dessus. Sachant que il y a 2 tables d'incantation imparfaite, voire 3, non, il y en a 2. Il y a les mineurs et il y a les majeurs. Et donc, je peux, sans faire exprès, en lancer une mineure, et par exemple, en faisant 96+, devoir relancer, parce que cette fois-ci, c'est une majeure. Et là, ça commence à être cacaboudin. Donc ensuite, ici, on nous explique la durée, les projectiles magiques, les sorts de contact, etc. Donc ça, à chaque fois, c'est spécifique. Donc on va pas s'y intéresser plus que ça. Ce qui est important, c'est la notion aussi de composant. Les lanceurs de sorts peuvent focaliser leur magie au moyen d'un composant approprié avant le déclenchement de leur sort, ce qui offre une protection contre les incantations imparfaites, car le composant absorbe les pires effets du contre-coup magique. Donc si on utilise un composant quand on incante, toute incantation imparfaite majeure devient une incantation mineure, et les mineurs n'ont pas d'effet. Donc ça permet de réduire les risques d'avoir les composants. Et ça détruit le composant dans le processus. Et donc en fait, le coût des composants est égal au niveau d'incantation du sort, donc à la difficulté du sort. Donc un sort difficulté 4 en gros à lancer, son composant va coûter 4 pistoles d'argent. Et chaque composant est spécifique au sort. Donc en fait, au moment où je veux acheter des composants pour mon sort, je dois dire, bah là je vais acheter des composants pour tel sort, et le noter sur ma fiche. Donc on nous dit aussi que quand on est bâillonné, etc., on peut difficilement lancer des sorts, voire pas lancer des sorts quand on s'asphyxie, etc. parce qu'on doit être capable de parler la langue magique pour lancer des sorts. On nous dit aussi qu'on peut pas cumuler les sorts, c'est-à-dire que je peux pas lancer 2 fois le même sort. Si c'est un sort sur la durée, je peux pas l'avoir 2 fois en même temps. Je dois attendre qu'il se dissipe pour en lancer un nouveau, etc., etc. Ça ne se cumule pas. Donc vraiment, la base du lancer de sort, hein, encore une fois, c'est juste un jet de compétences magiques. Les trucs dont on va parler en plus, c'est des trucs que le joueur qui est magicien va essayer d'utiliser pour avoir du leverage. C'est-à-dire que je sais que la magie est dangereuse, je sais que je prends des risques et tout, donc je vais essayer d'avoir les composants, mais je suis pas obligé de connaître la règle sur les composants pour lancer des sorts, en fait. C'est ça qui est cool. Je peux juste me dire, bah, je lance des pauvres jets de langue magique et je lance mes sorts et on verra si ça marche. Composants, c'est pour réduire les risques. Et maintenant, les tests de focalisation, donc ça c'est un autre truc, c'est pour lancer des sorts vraiment puissants, parce que vous allez voir tout de suite,
il y a des sorts, on se demande comment on va faire pour avoir les degrés de réussite, quoi. C'est-à-dire qu'un sort genre tendre l'oreille, source, etc., niveau d'incantation 0, c'est très facile à lancer, il faut juste que je réussisse, j'ai pas besoin de degré de réussite. Maintenant, quand on commence à avoir des sorts à degré de réussite 4, degré de réussite 7, vous dites comment je vais avoir autant de degrés de réussite. Je rappelle que le degré de réussite, c'est un écart entre votre compétence et votre score. Donc pour avoir un degré de réussite 7 et lancer le sort, il faudrait au moins que j'ai 70 dans ma compétence pour lancer les sorts, ce qui est pas près d'arriver. Donc, pour lancer des sorts plus puissants, on va utiliser la focalisation. Donc la focalisation, c'est une autre compétence. Et en fait, ce que ça va permettre, c'est qu'à chaque tour, on va pouvoir faire des jets de focalisation, on prépare notre sort, on se focalise, et on va concentrer les vents de magie. Et en fait, c'est un jet étendu. C'est un jet étendu dans lequel on va essayer d'accumuler des degrés de réussite. Donc au premier tour, je peux faire un jet de focalisation, paf, j'ai 2 degrés de réussite, je note, j'ai eu 2 degrés de réussite. C'est l'énergie que je commence à accumuler. Et au bout de 2-3 tours, j'ai accumulé assez d'énergie, par exemple. Et là, je peux lancer un sort puissant. Donc en fait, ma focalisation se termine lorsque j'ai accumulé autant de degrés de réussite que le niveau d'incantation du sort. Donc le sort Dôme, qu'on regardait, qui a niveau d'incantation 7, je peux passer 2-3 tours à accumuler des degrés de réussite, et quand j'aurai accumulé 7 degrés de réussite, bam, j'aurai accumulé assez d'énergie pour lancer mon dôme, et à ce moment-là, je vais pouvoir faire mon jet d'incantation normal, comme avant, avec le jet de compétence langue magique, et je vais le lancer comme si le sort était de niveau 0, c'est-à-dire que je vais juste devoir réussir mon jet d'incantation. Je n'aurai pas besoin d'avoir les degrés de réussite. En fait, ça permet d'accumuler les degrés de réussite nécessaires sur plusieurs rounds pour réussir à lancer le sort. C'est aussi simple que ça. Et pareil, il peut y avoir des critiques, des maladresses et des interruptions si on m'attaque pendant que je focalise. Et voilà. Une autre chose à savoir sur la magie qui est importante, c'est que les armures, etc., en général, ça gêne. Donc les tests d'incantation et de focalisation subissent une pénalité si on n'est pas vêtu de façon appropriée au vent de magie qu'on cherche à attirer. Donc par exemple, la plupart du temps, le métal est chargé du vent doré Shamon, alors que le cuir conserve des traces de l'ambrégour, ainsi que tout lanceur de sort portant une arme, etc. Donc en fait, en gros, on a des tenues traditionnelles pour lancer de la magie. Et si on porte à la place une armure, etc., on va avoir des malus. Enfin, il y a une règle de dissipation qui nous permet de faire des contre-sorts, en gros. On fait un test opposé et si on gagne, on va pouvoir dissiper le sort. Et donc, en gros, très simplement, la dissipation, c'est un jet opposé pour venir essayer d'empêcher le sort d'un autre quand il est en train de focaliser et tout. On va pouvoir essayer de le stopper. Ça peut aussi marcher sur des sorts permanent. Par exemple, s'il y a un sort, on a enchanté une pièce, etc. pour mettre un piège, on va peut-être pouvoir le dissiper. Par exemple, si on a la double vue, on pourrait voir qu'il y a un piège magique et essayer de le dissiper. Ensuite, on a un petit truc sur la malpierre, on va pas s'intéresser plus que ça. Et donc voilà, dans les règles optionnelles, comme je disais, il y a la fameuse règle des vents tourbillonnants. Donc en fonction de l'endroit, on pourra avoir des malus et des bonus parce que la magie est plus forte, moins forte et tout. Ici, on a une sorte de mini-règle pour les elfes qui leur permettrait d'utiliser plusieurs domaines magiques. Mais je sais qu'il y a un supplément en anglais qui n'est pas encore sorti, qui vient vraiment intégrer plus de mécanique autour de la haute magie, donc cette fameuse capacité à modeler les différents vents de magie de manière plus pure, entre guillemets. Mais en vrai, ça c'est vraiment une règle niche, quoi. Donc on va pas en parler plus que ça. Et donc ensuite, c'est la liste de sorts. Donc je vais pas vous parler de toute la liste de sorts. On nous dit que si on a plus de degrés de réussite que nécessaire pour lancer le sort, c'est de la surincantation et potentiellement on peut augmenter la portée, augmenter les dégâts, etc., etc. Donc après, on a toute la liste de sorts. Donc pour rappel, les sorts mineurs, il y a un talent qui permet d'avoir des sorts mineurs. En général, quand vous démarrez une carrière de sorcier et que vous êtes au tout début, ce sera ça que vous allez utiliser. Ensuite, en gros, vous allez vous spécialiser, plus ou moins. Et quand vous allez vous spécialiser, vous aurez accès à la fois aux sorts de votre spécialité, feu, bête, etc., et aux sorts d'arcane. Et là, il faudra les acheter un par un, ces sorts, avec de l'XP, les apprendre et tout et tout. Donc là, il y a plein de sorts, avec des suppléments, etc. Bien sûr, il y en a des quantités pas possibles. Mais là, vous avez déjà largement de quoi faire. Ici, on a des sortes de domaines donc un peu plus spécifiques dont on avait parlé. Donc le domaine de la magie naturelle, qui est un peu les trucs des sorciers de village, tout ça. Pas des gens qui sont dans des collèges de magie, vraiment dans des écoles de magie. Et donc il y a des petites spécificités. Par exemple, ils ne peuvent pas lancer les sorts sans les composantes. Et donc ils ont leur liste de sorts à eux. Et vous voyez, c'est charme protecteur, bonne volonté, tout ça. C'est vraiment la magie un peu paysanne. Ensuite, on a la sorcellerie. Donc ça, c'est vraiment les sorcières qui vont jeter une malédiction, machin. Puis on a la magie noire. Donc là, le dard, avec la démonologie, la nécromancie. Donc là, qui sont carrément complètement illégales, voire combattues par l'Empire activement. Ces trucs-là, ils vont être un peu tolérés dans les villages, les domaines de magie naturelle, ils sont interdits par les collèges de magie et tout. Et ceux-là, ils sont poursuivis activement. Et ensuite, on a vraiment la magie du chaos. Donc à chaque fois, il y a des petites règles spécifiques. Donc la magie du chaos, on a très peu d'exemples. On a un sort pour chaque. Parce que a priori, le but du jeu, c'est pas de jouer ça. Et on ne doute pas qu'il y aura à un moment donné un bouquin pour rajouter des sorts du chaos et tout ça. Mais voilà, en gros, on a fait le tour là.
On a fait le tour de la magie, donc on a fait le tour de ce que je voulais faire dans cette vidéo, et on a fait en fait même le tour de ce que je voulais faire dans cette série de vidéos. Donc il y a d'autres choses à voir dans le livre. Moi je voulais vraiment parler des mécaniques de résolution qui sont pas si compliquées que ça en fait, honnêtement, et dans lesquelles en fait il faut surtout être un peu pragmatique et faire du tri sur ce qui vous semble vraiment impactant ou pas. On aurait pu parler de l'équipement, de l'encombrement, etc., mais c'est pareil. Est-ce que vous voulez jouer avec l'encombrement? Est-ce que vous voulez pas jouer avec l'encombrement? Il y a une règle pour se servir de l'encombrement. Est-ce que vous voulez vous servir des localisations détaillées d'armure ou pas? À vous de voir. Il y a une règle pour pas avoir à gérer. Les armes, vous voyez, c'est un peu le genre de truc au début où vous pourriez avoir du mal à apprendre. Puisque on a, je sais pas, l'épée bâtarde qui est à la fois dévastatrice et défensive. On a le Zweihander qui est dévastatrice et de taille. Le fleuret qui est rapide, empaleur, pointu et inoffensif. À chaque fois, c'est des mots-clés à apprendre. Et ça, au début, c'est chiant, honnêtement. Il y a des trucs qui peuvent être un peu compliqués au début. Genre, est-ce que vous voulez gérer la longueur des armes? Est-ce que vous voulez gérer les traits des armes, leurs atouts et défauts, etc. Ça, c'est vraiment les petites règles un peu reloues à intégrer, je pense. C'est vraiment ça qui va faire la friction. C'est de se souvenir de ce que ça veut dire armure flexible, pardon, arme impénétrable, machin et tout. Mais je pense qu'on peut y aller progressivement, qu'on n'est pas obligé de prendre tout ça en compte dès le début. Je vais m'arrêter là. Donc encore une fois, il y a un kit d'introduction. J'ai pas regardé plus que ça, mais j'imagine que c'est plus facile. Mais sinon, on a fait le tour grosso modo du truc. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? On crée des personnages, c'est un peu long, mais c'est sympa. Il faut faire des jets avec des descents inférieurs comme dans plein d'actual play à succès, etc. Avec cette notion de degré de réussite qui vient s'implémenter en plus. Il y a la magie, les miracles et tout à apprendre, un petit peu, si votre personnage est concerné. Mais toutes ces mécaniques, etc., elles viennent appuyer une certaine saveur et tout. Je pense qu'elles ont un intérêt. Et c'est pas tellement un intérêt d'équilibrage, c'est pas tellement toujours un intérêt très ludique, c'est un intérêt d'immersion, de se dire qu'il y a des choses qui sont prises en compte. Et vous, en fait, il suffira que vous disiez, à un moment donné, peut-être, il y a des trucs que j'ai pas envie de prendre en compte, et donc je m'en sers pas. Ou il y a des trucs, j'ai envie de les prendre en compte, mais honnêtement, me souvenir si c'est un plus 10 ou un plus 20 ou un moins 10 ou un moins 20, ça m'intéresse moyennement à ce stade, et donc je suis plus là en train de regarder la règle spécifiquement. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, je pense que le jeu peut bien fonctionner. Moi, quand j'ai fait mes petits tests, j'ai essayé d'appliquer le truc à la lettre, parce que je me disais, vas-y, on va tester, donc je faisais des petits combats et tout. Je me disais, ah zut, j'avais oublié que lui, il avait une armure machin et tout et tout. À ce moment-là, je me disais que c'était lourd, mais c'est parce que j'ai essayé d'appliquer le truc à la lettre un peu en mode, vas-y, on va prendre toute la boîte à outils et tout appliquer en même temps. Et forcément, ça crée une charge mentale importante, mais c'est nécessaire un peu quand on fait un petit test dans son coin. Si je devais vraiment jouer, je serais en mode, ce qui compte là, c'est la fluidité de ma partie. Je m'amuserais à aller relire les règles, peut-être, au fur et à mesure, pour essayer d'implémenter des petites règles en plus auxquelles j'aurais pas pensé pendant ma partie. Et je ferais aussi un tri, en fait, genre, qu'est-ce qui survit au contact du terrain dans ces règles. Et à la fin, on aurait joué, on se serait marré, quoi, avec ne serait-ce que la base du jeu. Donc voilà, c'est un jeu à compétences, avec les défauts des jeux à compétences dont on a parlé au tout début, type se souvenir de toutes les compétences qui existent quand vous êtes un MJ et que vous demandez des jets à vos joueurs, etc. Mais avec aussi tous les avantages d'un jeu à compétences et un jeu détaillé, c'est-à-dire de l'inspiration, des trucs, des armes, etc. qui ont un feeling un peu différent. Quelque chose qui vient supporter l'univers, quoi. Donc à voir, si ça vous plaît pas. J'en ai terminé avec cette présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ pour probablement d'autres trucs sur Warhammer. Ciao.